Bienvenue aux amis de Bet Shoresh pour cet épisode numéro 2 qui s'intitule L'assimilation en douceur ou la confrontation en douceur. Je voulais commencer cette vidéo en vous rappelant un passage en Bereshit chapitre 4 lorsque Hachem proclame à Caïn « Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite ?» En fait, d'une certaine façon, on peut voir la confrontation entre la pensée grecque et la pensée judéenne, juive, selon Bereshit 4. Si vous voulez, Israël symbolise la porte, la pensée la porte. Et la bête tapie symbolise d'une certaine façon la pensée grecque. Imaginez, visualisez une bête féroce qui est sur votre paillasson devant votre porte d'entrée. Il y a deux options. On peut défoncer la porte, ça sera ce que nous verrons demain, une assimilation violente. Et puis on peut s'insinuer en douceur, gratter petit à petit, faire son petit trou pour pouvoir passer sous la porte, mais en douceur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La confrontation entre la pensée grecque et la pensée d'Israël n'a pas toujours été d'une violence extrême. Quelquefois, c'est un combat diffus, jour après jour, semaine après semaine. On ne peut pas comprendre la fête de Hanouka et la révolte des Maccabées si on ne comprend pas cela. En fait, la confrontation violente est l'aboutissement d'un phénomène moins violent qui s'est produit pendant plusieurs années dans la société judéenne. Dans la société judéenne, il faut savoir qu'il y a eu deux problèmes qui se sont posés. Premièrement, du temps des rois séleucides que nous avons vu hier, Antiochos IV et son prédécesseur, il y avait des problèmes de gestion d'argent du temple. Et c'est ce qu'on appelle l'affaire d'Héliodore. Vous pourrez trouver cela en 2 Maccabées, je pense toujours à Malachie, 2 Maccabées chapitre 3, où vous verrez qu'il y avait des scandales par rapport à une mauvaise gestion de l'argent. Donc déjà, il y avait des confrontations du point de vue de l'argent et politique entre le roi séleucide, qui était basé à Antioche, et le grand prêtre. Mais surtout, on ne peut pas comprendre la révolte des Maccabées sans un deuxième phénomène, c'est que les élites de Jérusalem, beaucoup d'élites, beaucoup de grandes familles et de jeunes, voulaient entrer dans la pensée grecque et voulaient changer et progresser dans la société grecque. Ils ont voulu passer du statut d'ethnos au statut de polis. Ça, c'est fondamental. La société grecque était organisée d'une façon très différente. Vous aviez deux statuts. Vous aviez le statut d'ethnos, ethnos qui a donné ethnique, qui symbolise une communauté qui se réunit autour d'un sanctuaire de croyances religieuses, de pratiques religieuses. C'était le statut de base. Et comme l'Empire grec s'était développé, d'une certaine façon, toutes les communautés qui étaient dirigées par Alexandre et par ses descendants, les généraux et leurs descendants, pouvaient accepter ce statut d'ethnos. Et puis il y avait un deuxième statut, une sorte de médaille si vous voulez, qui était le statut de polis. Polis, c'est un statut politique complètement différent. Polis, dans la communauté grecque, signifie une petite communauté soudée de citoyens qui s'accordent sur certaines règles et sur certaines coutumes. Et en fait, le plus important dans ce statut de polis, ce n'est pas le sanctuaire autour duquel se réunissent les personnes. Vous voyez bien sûr qu'ici on parle du temple, et donc le temple de Jérusalem pouvait continuer d'exister dans ce concept d'ethnos. Les notables de Jérusalem, eux, voulaient aller beaucoup plus loin, et d'une certaine façon un peu rentrer dans la société grecque. La structure humaine et sociale est plus importante que le centre religieux, que le sanctuaire. Et les élites de Jérusalem, notamment les familles riches et les jeunes, voulaient rentrer dans ce statut. Aristote, dans son livre La politique, définissait le statut de polis comme une communauté d'animaux politiques réunis par le choix de bien vivre ensemble.
Donc il y a bien sûr une dimension humaine qui l'emporte, le bien vivre ensemble. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et ce qui est frappant, c'est qu'en étudiant la société du temps des Maccabées, vous vous rendez compte que ça résonne avec nos temps modernes. Le fameux vivre ensemble. Combien de fois avons-nous entendu parler du vivre ensemble à la télévision, à la radio, les hommes politiques, les partis politiques? Ce sont des sujets même d'élection. Et on peut subir des anathèmes si on ne rentre pas dans cette façon de penser. Bien sûr, il y a aussi une dimension géographique, c'est qu'en fait, si vous êtes reconnu par le statut de police, vous pouvez garder le contrôle d'une zone géographique qui entoure la cité, et vous faites partie de la cité. Et il faut bien comprendre que dans le monde grec, on ne va pas dire la cité d'Athènes ou la cité de Sparte, mais on va dire la cité des Athéniens, la cité des Spartiates. Donc vous comprenez que ces nouvelles générations de Judéens qui étaient attirés par la pensée grecque, petit à petit voulaient rentrer dans ce statut, d'une certaine façon pour dire Jérusalem, la cité des Judéens, mais pas la cité de l'Éternel. Et là vous comprenez le combat qui a déjà commencé en douceur. À travers ce combat, est-ce qu'on va s'attacher à l'Éternel et à ses enseignements, ou est-ce qu'on va s'attacher à une autre pensée qui me propose un autre modèle de société? Vous pourrez trouver tout cela en 1 Maccabée, chapitre 1, versets 11 à 13. Et en fait, ce combat de pensée se retrouve dans ce chapitre 1, versets 11 à 13, où la Bible nous apprend que un groupe s'élevait, ce groupe de notables, qu'on appelait les Vauriens. Et en opposition aux Vauriens, vous aurez les Assidéens. Assidéens, ça veut dire pieux, les pieux, qui a donné chassidique, ce grand mouvement qui est né dans le monde ashkénaze 17e, 18e siècle. Les Vauriens, eux, en grec, ça s'appelle paranomoi. Paranomoi qui veut dire les sans loi. Donc les choses sont claires. Avant la révolte des Maccabées, le combat a déjà commencé. Il y a un groupe influent à Jérusalem, notamment des jeunes et des notables, qui veulent se détacher de la loi et qui veulent rentrer dans un autre système. Et face à eux, d'autres personnes qui veulent rester attachées à la loi. Ça vous rappelle peut-être l'actualité. Si vous avez voyagé en Israël, vous savez que Israël n'est pas toujours uni dans la pensée, n'est pas toujours uni dans les actions. On a vu cela dans les années 2021, 22, 23 avec les manifestations jusqu'au 7 octobre. Il y a même des personnes qui disent, moi j'ai des amis qui m'ont dit, tu sais, il y a 2 Israël, il y a l'Israël de Jérusalem et l'Israël de Tel Aviv. Des Israéliens m'ont dit ça. Certains vivent en moins 2000 et d'autres en l'an 2000. Voilà, donc un ami israélien m'avait dit ça. Donc on peut retrouver ça, ce combat dans la pensée, dans l'époque des Maccabées. Vous retrouverez tout ça aussi en 2 Maccabées, chapitre 4, versets 7 à 9. Et c'est le grand prêtre Jason qui a succédé au prêtre qui avait été pris dans le scandale de l'affaire d'Héliodore. C'est lui qui a mis en place ce changement de pratique. Le grand prêtre Jason va introduire en douceur la pensée grecque, dans la vie de Jérusalem. En 2 Maccabées, chapitre 4, versets 21 à 22, on apprend premièrement que Jason va recevoir le roi Antiochios IV à Jérusalem. Ce n'était pas sur le chemin du roi. Jérusalem était une petite ville pour le roi, pas très importante. Jason va le recevoir. Donc déjà, c'est une marque de déférence. Et puis, le plus grave, Jason va introduire 2 concepts à Jérusalem, 2 concepts typiques de la culture grecque. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle l'éphébie. L'éphébie, avec PH, c'est une instruction militaire, en fait, c'est une institution qui prend les jeunes pendant 2 ans et qui va les instruire militairement et politiquement par rapport à la vie civique de la ville. C'est un entraînement précis. Et à la fin de cet entraînement, qui est notamment poussé aussi vers le côté militaire pour en faire des soldats, on prête un serment de fidélité envers sa cité. Voilà, l'éphébie, c'est crucial dans le monde grec.
On met son nom dans le registre de l'éphébie, et c'est la seule façon pour un individu, un homme, de rentrer dans le corps des citoyens de la cité. Quand on parle de livre, peut-être vous avez la référence du livre de vie que l'on voit dans le livre Révélation. Ici, c'est pas le livre de vie qui compte, un thème qu'on a vu aussi à Yom Kippour. Ici, c'est le livre de la cité. Voilà. Et ça, c'est une rupture importante aussi par rapport à la pensée juive. S'entraîner pendant 2 ans, rentrer dans un système politique et être reconnu comme citoyen de la cité, et pas forcément comme un pieux qui va suivre la loi de l'Éternel. Et puis, le deuxième élément qui est lié à l'éphébie, c'est l'introduction du gymnase. En Suisse, le mot gymnase existe, le gymnasium, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est le gymnase? C'est ce lieu où on va faire du sport. Et c'est dans ce lieu que l'on va éduquer les jeunes gens à travers le sport et notamment à travers la nudité pendant le sport. Vous avez tous vu des vases grecs, des représentations où on voit les athlètes grecs qui sont nus et qui pratiquent le sport, qui s'entraînent. Vous avez peut-être vu ça aussi pour les Jeux Olympiques. La nudité. Je ne vais pas vous rappeler les lois de Hachem sur la nudité, mais déjà là aussi, la rupture est claire. La nudité va même pousser les jeunes judéens qui rentrent dans le gymnase, dans le système de l'éphébie, à cacher leur circoncision. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y aura le phénomène de se faire mettre de faux prépuces. On est en moins 170 de faux prépuces pour cacher la circoncision. Ça, c'est surprenant. Rien de nouveau sous le soleil. J'ai vécu dans un pays où la virginité est super importante pour se marier. Et dans ce pays ou dans les pays alentours, vous pouvez vous faire mettre un faux hymen, une nouvelle virginité avec un médecin. Vous payez ce qu'il faut et le médecin peut vous mettre un faux hymen pour arriver de façon falsifiée au mariage de façon vierge. C'est incroyable, de faux hymen dans ces pays et ici de faux prépuces. On voit là encore une confrontation mais en douceur. La loi de l'Éternel est attaquée en douceur. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. Personne n'est attaqué dans la rue. On ne tue personne, on ne lynche personne, on ne détruit aucun magasin, rien. Mais petit à petit, on s'insinue sous la porte et on gratte, et on gratte, et on gratte. Béréchit chapitre 4. Se faire mettre de faux prépuces, c'est clair. On renie le principe même de l'alliance de Hachem. Vous pourrez lire ça aussi dans 2 Maccabées, chapitre 4, verset 9, verset 19. La Bible appelle ces gens-là les Antiochiens de Jérusalem. Voilà. D'une certaine façon, on fait référence à un groupe qui s'est coupé de la communauté. Voilà, donc c'est le grand prêtre Jason qui lui-même a permis que l'on gratte sous la porte. Peut-être en écoutant cette vidéo, vous pensez à la situation dans votre communauté, ou la situation aux questions qui se posent dans les communautés juives de France, d'Europe ou d'Israël, avec des confrontations entre des pratiques, des croyances. Peut-être dans votre communauté aussi, des questions se posent. Est-ce que ma foi, est-ce que ma pratique est attaquée en douceur par une pensée, qu'elle soit grecque ou autre, exactement comme en moins 172 à travers ces pratiques. Voilà. Donc, la fête de Hanouka, quand vous allez célébrer cette fête, n'oubliez pas que cette révolte n'a pas commencé comme ça. Elle a commencé parce que des années avant, en douceur, petit à petit, sans violence, on attaquait la pensée d'Israël. À travers des actes politiques, à travers des actes sociaux, le sport, une opération chirurgicale, des comportements. Et nous verrons demain, dans l'épisode numéro 3, qu'en général, quand on commence par attaquer en douceur, insigneusement, la pensée d'Israël, un jour ou l'autre, on passe aux actions violentes. Je voudrais juste rappeler le contexte du XXe siècle. En 1933, 3-4 mois après l'accession au pouvoir, les nazis ont décrété un boycott sur les magasins juifs.
Ça a duré une seule journée. Les SA étaient devant les magasins. Ils ne frappaient personne, imitaient juste de la peinture. Ils étaient présents physiquement devant le magasin avec des regards assez agressifs. Vous pourrez regarder les vidéos. Pour bien faire comprendre aux gens que tu n'as pas intérêt à rentrer dans ce magasin. Je te reconnaîtrai un jour. Mais la population allemande a été assez réticente. Et le lendemain, le boycott s'est arrêté. Mais c'était que le début. Et petit à petit, la pression est montée. Et 2 ans après, en 1935, on a passé le cap supérieur avec une loi. Une loi, c'est pas violent. On réunit le Parlement, on rédige un texte, des juristes se réunissent et mettent en place un texte très, très agressif. Les fameuses lois de Nuremberg. Les nazis l'ont fait, des peuplades l'ont fait avant. Je ne vais pas rentrer non plus ici dans les confrontations entre le monde musulman et le monde de la pensée d'Israël. Il y a eu des moments difficiles aussi, des moments de violence et des moments d'attaque en douceur. Mais ce que nous avons vu en moins 172, rien de nouveau sous le soleil. Le mal peut être tapi à la porte et gratté sous la porte petit à petit. Nous verrons demain dans l'épisode 3 que malheureusement, quelques années plus tard, le roi Antiochos IV va passer à la puissance supérieure et va cette fois-ci attaquer frontalement la pensée d'Israël. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les amis de Beth Shemesh.